On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une jeune entreprise, Jardin Intégral de l'Acadie, qui a reçu un prix au gala Ose entreprendre de catégorie bioalimentaire. Mais d'abord, le Covabar, qui est là, bien sûr, pour valoriser et protéger la rivière Richelieu, a maintenant un nouveau directeur général en la personne de Sylvain Lapointe. Le Covabar a maintenant un nouveau directeur général, le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu. Et j'ai nommé Sylvain Lapointe, qu'on rejoint au bureau du Covabar à Belleuil. Salutations, bonjour et félicitations aussi. Merci, M. Latour, et mes salutations à vous également. Dites-moi, bon, vous étiez déjà au Covabar depuis un certain temps? Oui, je suis entré en fonction en avril 2019 à titre de directeur des communications et des partenariats. Et depuis ce temps-là, c'est ça, j'œuvrais ici au Covabar. Je tiens à mentionner, je suis aussi un membre fondateur d'il y a 20 ans également du Covabar, puisque le Covabar fête cette année ses 20 ans. Et le Covabar, comme tel, est né de la concertation à l'époque entre le Conseil régional de l'environnement, le tourisme, la culture et le Conseil régional des loisirs que je présidais. Et sous justement l'initiative de M. Hubert Chamberlain, on avait créé le Covabar puisque le gouvernement à l'époque voulait commencer à avoir dans ses cartons la politique de l'eau et voulait faire en sorte qu'il y ait des organismes de bassin versant qui soient présents sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 40 organismes de bassin versant qui œuvrent sur l'ensemble du territoire du Québec. Bon, vous prenez la relève de Marcel Comiri, mais qui reste quand même un peu dans le portrait, là. Oui, effectivement, puisque la volonté du conseil d'administration était d'assumer une transition tout en souplesse, donc pour ne pas avoir de bris non plus au niveau de la gestion. Alors, Marcel, qui est également le premier coordonnateur du Covabar d'il y a 20 ans, va rester avec nous à temps partiel. Il désirait prendre une semi-retraite. Alors, on salue d'une certaine façon son initiative, puisqu'il pourra m'épauler encore pour quelques années probablement. Il agira à titre de directeur des projets spéciaux, puisque le Covabar a quand même 2 projets actuellement que l'on porte, qu'on ne peut dévoiler pour l'instant, mais sur lesquels Marcel apportera sa touche, parce qu'il y a quand même un projet d'immobilisation important sur lequel on travaille. Alors, Marcel pourra justement m'épauler dans mes nouvelles fonctions et faire en sorte aussi qu'on puisse permettre à l'équipe de ne pas avoir de stress au niveau de l'arrivée d'un nouveau directeur général. Bon. Comment vous voyez ça, ce nouveau défi sur le plan personnel, parce que vous êtes impliqué dans le milieu social, économique, politique depuis plusieurs années, voire quelques décennies, entre autres en politique municipale du côté de Marieville, mais même en politique provinciale. Vous avez été propriétaire d'une entreprise aussi. Bref, disons que le CV est assez bien garni de différentes expériences. Bien, d'une certaine façon, je pense que les 35 ans d'expérience, autant en politique, en gestion gouvernementale, en gestion d'entreprise, m'ont d'une certaine façon permis de croire que j'avais toutes les compétences pour assumer cette fonction, d'autant que le Covabar, on l'a imaginé aussi dès le début. Alors, ça permet aussi une certaine pérennité également dans l'œuvre, si on peut dire, de notre organisme de bassin versant, puisque avec le président Hubert Chamberlain, qui est là également depuis le début, ça nous a permis d'établir des liens de façon très concrète avec l'ensemble des partenaires de l'eau sur le territoire. Et j'ai aussi quand même une bonne expérience en concertation, ayant été président du Conseil régional des loisirs de la Montérégie, de Réseau Vert également, qui a permis le développement de tout le réseau cyclable de la Montérégie. Et j'ai également aussi été vice-président du Conseil régional de développement de la Montérégie à l'époque. Malheureusement défunt, mais qui était une belle entité pour permettre la concertation entre toutes les unités de développement que nous avions sur le territoire de la Montérégie. Bon, dites-moi, vous l'avez expliqué un peu en introduction, mais il faut développer davantage. Bon, le mot Covabar est quand même assez connu dans les milieux de la rivière Richelieu, mais dans les faits, comme le dit l'expression québécoise, qu'est-ce que ça mange en hiver? Autrement dit, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on fait ça? On parle de bassin versant, on comprend que c'est l'eau, c'est la rivière, que c'est valoriser la rivière et tout ça, mais dans les faits, quel est le travail du Covabar?
Bien, le travail principal du COVABOR, sa mission première, lui est donnée par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, à savoir de gérer et de mettre en place le PDE, qui est le plan directeur de l'eau. Alors, en concertation avec tous les différents acteurs de l'eau, que ce soit les municipalités, les entreprises, les producteurs agricoles, donc les citoyens, notre mission est de mettre en place un plan directeur de l'eau qui amènera des actions. D'ailleurs, la venue de M. Charette comme ministre de l'Environnement nous permet de croire que les OBV auront une place d'autant plus importante dans les décisions à venir du ministère de l'Environnement, puisqu'on nous a demandé de cibler différents objectifs de nos plans directeurs de l'eau, et dans le sens que on sent qu'au niveau du ministère, il y a une volonté d'éventuellement focusser sur certains enjeux. Donc, chaque région, parce que, comme je disais précédemment, il y a 40 localités de bassins versants à travers la province, donc qui œuvrent en fonction du territoire. Et de plus en plus, je crois que, compte tenu des partenariats aussi qui s'expriment avec les municipalités régionales de comté, les MRC vont aussi éventuellement arrimer leur schéma d'aménagement en fonction des orientations qui seront données aussi dans les plans directeurs de l'eau. Alors, comme un exemple, on a fait récemment, on est d'ailleurs en train de rencontrer les différentes instances, on a fait des plans d'analyse de vulnérabilité des prises d'eau pour pratiquement l'ensemble des régies intermunicipales de notre territoire. Alors, c'est ce qui fait que les régies intermunicipales vont pouvoir connaître quels sont les risques inhérents, dans le fond, à leur prise d'eau, d'où viennent les risques. Et à partir de là, éventuellement, chaque régie et chaque municipalité aura aussi le devoir d'arrimer ces plans-là avec leur plan de mesures d'urgence éventuellement. Bon, quand on parle de principe de bassin versant, moi, en tout cas, la façon dont moi je le vois, c'est de dire, bon, on comprend que le lac Champlain se déverse dans le Richelieu, puis le Richelieu se déverse dans le fleuve Saint-Laurent, mais il y a aussi d'autres cours d'eau qui viennent influencer également le Richelieu. Oui, si on regarde ici le bassin comme tel de la Richelieu, en fonction de ses tributaires, il y a la rivière du Sud, il y a également la rivière l'Acadie qui viennent se jeter dans le Richelieu. Et le Richelieu va se jeter, lui, dans le Saint-Laurent. Alors, dans le fond, il y a aussi les bassins et les sous-bassins. Et ce qu'il faut comprendre de ce qu'est un bassin versant, dans le fond, c'est d'imaginer deux montagnes et le cours d'eau. Alors, toutes les eaux qui s'écoulent des deux principales crêtes vers le cours d'eau principal forment son bassin, donc en fonction d'un territoire donné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, avec les satellites et les cartes, toute l'information qu'on peut aller chercher est d'autant plus facile de déterminer un bassin versant. Et à l'intérieur même du bassin versant, déterminer nos sous-bassins. Alors, la rivière du Sud est un sous-bassin de la rivière Richelieu, de la rivière l'Acadie également. Sur la rive sud, on en a, parce que notre territoire va également jusqu'à Longueuil. Vous donner une idée du territoire du COVABOR. Donc, ça va en suivant la rivière Richelieu de Noyant à Sorel. Et après ça, on tire une ligne, si on pourrait dire, avec l'autoroute 10 et de Brossard à Sorel par la rive sud là, du fleuve Saint-Laurent. C'est ce qui forme notre territoire d'intervention. Qu'est-ce qu'on sait de l'état du lac Champlain, de la manière avec laquelle les autorités fédérales, les États de New York et du Vermont, municipales, prennent soin du lac Champlain, de qui, dans le fond, la rivière Richelieu est un peu tributaire, là? Oui, effectivement. Mais je pense que du côté américain, depuis longtemps, il y a quand même une grande préoccupation au niveau de la santé écologique du lac Champlain, si je peux dire, parce que la rivière Richelieu fait partie du bassin versant du lac Champlain, d'ailleurs. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a on a quand même des arrimages avec le Lake Champlain Basin, et également, il y a la Commission mixte internationale qui existe, avec laquelle on a des liens. Et pour la portion Richelieu et des études qui ont été faites aussi suite aux inondations de 2011, c'est le COVABOR qui assumait le secrétariat de la CMI, de la Commission mixte internationale. Alors, c'est ce qui fait que l'eau qui arrive des États-Unis, malgré tout, est en bonne condition. Mais plus on va vers le fleuve, plus elle se détériore. Et pour des raisons bien simples, c'est que nos usines d'épuration, avec le temps, elle est vers la rivière, comme je pourrais dire, en fonction des pentes naturelles. Et on a bâti des usines d'épuration avec raison, compte tenu de l'état de la rivière. Et avec le temps, on a quand même, on pourrait dire que
l'État s'améliore, mais c'est sûr que les surverses sporadiques que l'on vit ne contribuent pas nécessairement à l'amélioration et on souhaite qu'on puisse se donner les moyens justement d'accélérer les travaux de rénovation des différentes usines d'épuration des eaux le long de la rivière Richelieu, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que comme on dit, pour quelqu'un qui fait ses besoins dans la rivière, il y a quelqu'un en aval qui puise son eau potable. Ouais. Alors, veux pas, il y a des coûts inhérents à ça. Il va falloir d'une certaine façon que l'État et les municipalités aussi de concert trouvent les moyens d'accélérer les travaux justement de rénovation des usines d'épuration et répondre aux besoins locaux. Prenons l'exemple de celle de Saint-Jean quand même. On parle de 100 000 de population ou à peu près. Qui est en opération depuis 1997, mais dès qu'on ferme, exemple, le poste Champlain, c'est quasiment 50-60 des rejets qui passent par là. Puis on n'a pas de plan B. Donc, on n'a pas le choix de déverser pendant un certain nombre d'heures dans la rivière. On fait ça de façon contrôlée, avec un permis, tout ça, mais dans le fond, c'est pas l'idéal, mais il n'y a pas de plan B. Dans le fond, c'est un peu ça le problème. Non, alors c'est pour ça. Puis ce qui manque, dans le fond, c'est les investissements. Il faudra, dans le fond, qu'il y ait qu'on priorise éventuellement ces travaux-là actuellement, que ce soit de la part autant du fédéral que du provincial. À un moment donné, il faudra que les municipalités aient accès à des fonds et qu'il y ait aussi une forme de volonté de prioriser aussi ces travaux-là pour améliorer la qualité de l'eau, puisque, comme je le disais, un déversement, ça fait en sorte qu'une usine en aval de filtration d'eau, elle doit augmenter, dans le fond, augmente ses coûts de production pour faire de l'eau potable, dans le fond, en fonction de ses clients, et vice-versa, au fur et à mesure qu'on s'en va vers le fleuve. Question très rapide. Après Saint-Jean, là, au nord de Saint-Jean, il y a combien d'autres usines d'épuration jusqu'à Sorel? Des usines d'épuration, il n'y en a pas. Je dirais qu'il y a peut-être la colle, là, mais la colle, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je pense qu'ils ont des étangs aérés. Je ne suis pas sûr qu'ils rejettent, à ma connaissance, dans la rivière. Et puis, du côté américain, à ma connaissance, je ne croirais pas qu'il y a d'usines qui viennent interférer là, dans... Mais entre Saint-Jean et Sorel, il n'y a pas rien comme ça. Alors, dans le fond, en fonction de l'usine d'épuration Saint-Jean serait la tête de ponce, on pourrait dire, au niveau de la rivière Richelieu. Bon. Il y a combien d'employés au Cova-Bar? Au Cova-Bar, actuellement, on maintient une quinzaine de personnes là, en permanence. Okay. Donc, il y a 20 ans, à partir d'un coordonnateur engagé sur une subvention, aujourd'hui, on réussit à maintenir une quinzaine de personnes. Sylvain Lapointe, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, M. Latour. Ça a été un plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du jardin intégral du côté de l'Acadie. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. On jase de golf avec Martin Ducharme du Château Beaumont. En deuxième partie, notre chum Éric Gélina directement de la Suède. Les séries commencent bientôt. Ah, ça, c'est fait à base de gin. C'est excellent. Ne manquez pas ça. Bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Le gala Ose entreprendre s'est tenu à nouveau cette année, mais évidemment de manière virtuelle. C'était la 23e édition. Il y a eu quelques gagnants dans différentes catégories. Aujourd'hui, on vous parle de la catégorie bioalimentaire et l'entreprise qui a remporté les grands honneurs dans cette catégorie, c'est Jardin Intégral, situé à l'Acadie, en fait, aux extrêmes limites, je dirais, là, du Pine Grove, dans le secteur de l'Acadie, Carignan. Avec nous pour en parler, Marc-Antoine Lalonde. Bonjour et bienvenue. Félicitations. Bonjour, merci beaucoup. C'est quoi l'histoire de Jardin Intégral? Le Jardin Intégral, c'est une entreprise qui a commencé à germer l'été dernier. Donc, ma partenaire et moi, on se cherchait on travaillait tous les deux dans le domaine de l'ingénierie. Ah ouais. Puis, on se cherchait des façons de vivre un peu différentes, puisque le confinement a stimulé bien des changements chez beaucoup de gens. Ça a eu une influence pour vous autres? Ça a eu une influence. Puis, à travailler beaucoup seul, en isolement chez nous, bien, on s'est mis à regarder beaucoup par la fenêtre, puis à se rendre compte qu'on voudrait passer beaucoup plus de temps dehors. Donc, on est allé visiter des fermes, puis on est allé donner des coups de main à une ferme en particulier, celle chez qui on démarre notre projet cette année, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, de cette collaboration-là avec eux, bien, ils nous ont offert un lopin de terre qu'on exploite cette année pour se démarrer. Et aviez-vous de l'expérience en agriculture avant? Non, on est vraiment arrivé là. Pas du tout, là. On est arrivé là au début de l'été. Wow! Puis, il y avait de la place pour donner un coup de main, puisque certains de leurs travailleurs... Ça, c'est drôle, pareil. Oui, Fait que vous autres, dans le fond, vous étiez en télétravail, Oui, spécialisé dans le monde de l'ingénierie. oui. Vous avez trouvé ça plate d'être à la maison. Vous avez regardé dehors, vous vous êtes dit, peut-être plus le fun de travailler dehors, finalement. Oui, bien, tous les deux, on a un grand amour de la nature. On fait du vélo, du hiking. Puis, on voulait passer plus de temps dehors. Là, ça nous manquait, là. Fait que là, dans le fond, vous êtes allé donner un coup de main à cette terre-là. Oui, Puis là, ben, finalement, vous avez développé un projet à partir de ça. c'est ça. Donc, comment dire, nos heures de travail se sont un peu condensées dans moins de journées pour qu'on puisse passer plus de temps sur la ferme. Puis, c'est ça, cette coopération-là nous a ouvert des portes. Mais dans le fond, l'été passé, quand tu dis on a donné un coup de main, puis vous n'aviez pas d'expérience comme telle là-dedans, qu'est-ce que vous faisiez au jour le jour? Bien, on suivait les instructions beaucoup. Donc, il y avait des tâches comme de cultiver, de laver. On suivait les instructions pour aller dans les champs, puis on se faisait expliquer les tâches au fur et à mesure qu'elles arrivaient, là. OK. Puis là, après ça, vous vous êtes dit, bien, pourquoi on ne fonderait pas une entreprise à partir de là, puis là, est établie une collaboration où là, dans le fond, vous louez un lopin de terre pour votre propre entreprise. C'est ça. Donc, un de nos objectifs à moyen terme, c'était aussi de devenir nos propres patrons. Oui. Donc, ça allait un peu de soi qu'on allait se démarrer un jour, mais l'offre de la ferme de nous démarrer chez eux a vraiment, a fait passer en premier plan cette envie-là. Puis ça nous a aussi donné les moyens de démarrer, parce que sinon, notre plan, c'était encore de donner un coup de main cet été, mais vraiment là, à temps plein. OK. Mais là, évidemment, quand on est dans l'entre-saison, moi, je ne m'y connais pas beaucoup en agriculture, mais bref, entre le moment où vous donnez un coup de main à l'été, bon, arrive évidemment l'automne puis l'hiver. Mm-hmm. Mais là, durant cette période-là, vous avez fait quoi du mois d'octobre à mars? Là, dans le fond, vous avez préparé votre plan d'affaires. Vous étiez surtout dans la paperasse ou dans la vision de développer l'entreprise? Oui, c'est ça. C'est une autre histoire de timing. Nos 2 contrats, à ma partenaire Tiffany et moi, terminaient à la fin septembre. Et donc, on a décidé de ne pas les renouveler. Ah, ouais. Parce qu'on avait déjà cette offre-là de l'entreprise de continuer avec eux. Puis, de octobre jusqu'à mars, bien, on a été dans la paperasse. On a suivi un cours d'entrepreneuriat pour savoir comment est-ce qu'on démarre bien une entreprise, quels sont les aspects de gestion qu'il faut bien prendre en compte pour réussir, parce qu'on ne fait pas juste pousser des légumes, il faut aussi les vendre, les distribuer, puis il y a aussi tout un aspect de marketing puis gestion en arrière de ça. Et ça a été très rapide. Ça a été plusieurs heures plusieurs très longues semaines de travail. Puis ça fait en sorte qu'on arrive en avril cette année, puis on démarre, là. Avez-vous eu des remises en doute là, durant cette période-là, de octobre jusqu'à aujourd'hui? Vous disiez, ouais, finalement, on s'embarque-tu là-dedans pour le vrai? Est-ce qu'on recule? Puis, tu sais, ça peut arriver, là, mais... Oui, il y en a eu plusieurs. Je dirais, quand tu démarres une entreprise sur un chrono, c'est assez stressant. Je le recommande pas. Mais c'est ça, la vision qu'on avait, puis, la piqûre qu'on a eue, ça nous a vraiment poussé à continuer. Puis on se gardait aussi des temps morts, des temps de pause là, pour récupérer. Puis des fois, on réorientait suite à ces temps-là.
Là, dans le fond, le lopin de terre que vous avez loué là, aux extrémités de Saint-Luc, l'Acadie, Carignan, si on veut, proche de l'autoroute 10, près dans le fond de la rivière l'Acadie, là, pour situer un peu les gens. C'est quoi la grandeur dont vous disposez à peu près? La terre comporte près de, si je ne me trompe pas, environ une 60aine d'acres. OK. Puis là-dessus, il doit y en avoir plusieurs dizaines qui sont cultivables. Donc, il y en a une partie qui est utilisée par le personnel de la ferme plus régulier. Ouais. Puis il y en avait une autre partie qui était à développer. Puis nous, on s'en fait louer environ un acre, plus des serres qui sont déjà en place pour nous, qui n'étaient pas utilisées, dans le fond, qu'on va rénover un peu, retaper, puis mettre en branle. Donc, on exploite environ un acre plus des serres cet été. Et là, vous allez planter quoi cette année? Beaucoup de choses. Donc, nous, ce qu'on veut devenir, c'est une micro-ferme maraîchère bio-intensive. Donc, on produit beaucoup de légumes sur une petite surface, puis avec des méthodes régénératives, donc qui améliorent la qualité du sol, de l'eau puis de l'air. Puis, parmi ce besoin d'amélioration de l'environnement-là, il y a la biodiversité qu'on cultive. Donc, on fait un peu de tout. Donc, les classiques, tomates, concombres, poivrons, laitue, mais aussi carottes, tous les légumes racines, plusieurs variétés de salades, de mesclun. On a au total une 20aine de légumes. Puis, dans ces légumes-là, on a une 50aine de variétés. Puis là, on est dans une approche biologique, oui. Pas vraiment d'utilisation de produits chimiques, pesticides et compagnie? Ou? Non, l'approche bio-intensive, en fait, c'est une approche qui a été beaucoup popularisée aux États-Unis par Elliott Coleman dans les années 70, puis par Jean-Martin Fortier dans les années 2010, qui a écrit un livre, Le jardinier maraîcher, là-dessus. Donc, c'est une approche qui non seulement est biologique, mais qui va au-delà de ça, qui veut vraiment faire en sorte que la culture se fasse dans le respect de l'environnement, puis dans son amélioration. Donc, grâce à des engrais verts qui vont améliorer la qualité du sol, qui vont la fertiliser, grâce à des filets et des bâches qui vont permettre d'éliminer des pesticides. On produit des légumes qu'on veut qu'ils soient plus sains, puis qui vont aussi utiliser moins d'intrants chimiques. J'en déduis que vous avez appris vite, là. Je ne sais pas si vos connaissances ou compétences en ingénierie vous ont aidé en quelque part à acquérir autant de connaissances en si peu de temps dans le domaine alimentaire. Certainement. J'enlèverai rien aux autres diplômes universitaires qui ont tous leur mérite. Je vous dirais que mon expérience en génie, ça a été une expérience assez demandante. Puis, il y a beaucoup de projets. Il faut apprendre vite. On ne se le cachera pas, comme dans beaucoup d'autres disciplines. Puis, c'est sûr que ce background-là nous a aidés à apprendre cette fois-ci vite encore. Bon, tu disais tantôt, il y a quelques minutes, cultiver, c'est une chose, mais il faut distribuer, il y a le marketing et tout ça. Là, les gens qui nous regardent en ce moment, ils vont se dire, hey, disons que moi, je veux acheter vos produits. Là. De quelle façon vous allez les distribuer? Comment je vais pouvoir, moi, comme consommateur, les acheter? Bien, nous, comme on est situé au croisement de la 10 puis de la rivière l'Acadie, on est proche de plusieurs grands centres urbains. Bien, grands, on va s'entendre. Ouais. On a Chambly, on a Saint-Jean, on a Brossard qui sont assez proches. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des livraisons à des points de chute, donc de façon assez similaire aux fermiers de famille. Okay. Mais aussi, on profite de nos connaissances pour mettre en place une plateforme en ligne sur notre site web, au jardinintégral.ca. Puis, via cette plateforme en ligne-là, ce qu'on permet aux gens de faire, c'est de passer leurs commandes, puis ensuite de venir chercher à la ferme ou de récupérer leur point de chute, puis de personnaliser leur panier. Est-ce qu'on est dans une dynamique genre d'un engagement d'un panier par semaine ou on est plus à la pièce selon les Nous, besoins? on veut vraiment y aller plus à la pièce. De un, parce qu'on est nous-mêmes clients de panier des fermiers de famille. Ouais. Puis c'est une formule qui vient avec beaucoup d'avantages au niveau de la valeur, mais aussi avec certains inconvénients, parce que la flexibilité de ces paniers-là est souvent limitée. Puis, par exemple, pendant les vacances de la construction, beaucoup de gens partent en vacances, ne sont pas chez eux, ils vont perdre ces paniers-là. Donc, nous, on veut mettre à profit la technologie avec laquelle on est familière pour améliorer, si on veut, les pratiques courantes en ce qui concerne les petites productions maraîchères. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, bon, j'ai le goût de manger de la pizza ce soir, j'en commande en ligne, puis bon, je vais la chercher où on me livre. Autrement dit, je veux m'acheter des légumes parce que j'ai le goût là, parce qu'en fin de semaine, j'ai le temps. Je m'en vais sur votre site web, je commande ce que j'ai à commander, vous venez me le porter ou je vais le chercher. C'est ça. Donc, on offre moins de flexibilité, évidemment, qu'une pizzeria ou que d'autres géants.
Mais oui, les gens s'en vont de plus en plus vers les commandes en ligne, vers la commodité. Puis nous, c'est un des défis avec lesquels on doit composer. On doit offrir cette commodité-là. Puis on a les outils pour le faire, donc pourquoi pas? Bon, personne n'a de boule de cristal, mais avez-vous une idée à quoi va ressembler votre été, en ce que vous allez produire, ce que vous allez vendre? Même à la limite, allez-vous être même un peu dépassé parce qu'il va y avoir une croissance puis que les gens vont répondre super bien? Je ne sais pas. C'est quoi comment vous anticipez votre été? Bien, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce qu'on fait, c'est qu'on exploite une parcelle qui n'était pas exploitée avant. Donc, la première chose qu'on va probablement faire, puis qu'on va faire beaucoup, c'est du désherbage. Évidemment, à ce niveau-là, on utilise les bâches qui vont nous aider beaucoup à prévenir les mauvaises herbes. Puis pour être honnête, on ne sait pas exactement à quoi vont ressembler les niveaux marketing puis les ventes cet été. On sait qu'il y a beaucoup de demandes. On sait que le contexte actuel augmente beaucoup la demande pour les produits locaux. On sait qu'il y a des tendances aussi depuis plusieurs années qui augmentent au niveau du végétarisme, au niveau du biologique. Donc, on est sur la bonne vague, on surfe la bonne vague. Mais ça va être quoi l'engouement réel pour une nouvelle ferme? Parce qu'on sait qu'on n'est pas les seuls en démarrage non plus. C'est une bonne question. Par contre, vu le niveau d'importation qu'il y a présentement au Québec, on sait qu'il y a de la place pour nous. Tout à fait. Puis, comment vous voyez dans 5 ans, 10 ans? Dans 5 ans, 10 ans... C'est quoi l'ambition? L'ambition, bien, premièrement, notre ambition, c'est de s'établir. Donc, nous, déjà cette année, on cherche, on est à la fois en train de planifier notre financement, puis on est à la recherche d'un terrain pour y établir notre entreprise, pour qu'elle se développe. Puis dans 5 ans, 10 ans, bien, on aimerait ça, premièrement, avoir une production qui est bien établie, qui va générer au-dessus de 100 000 sur une terre d'environ 1 hectare. Puis, de mon côté, moi, j'ai encore beaucoup de plaisir à développer des technologies. J'ai été beaucoup dans l'électronique puis l'informatique, donc je veux continuer là-dessus pour mettre à profit ces connaissances-là pour améliorer notre quotidien, donc améliorer les outils qu'on utilise. Puis Tiffaine, elle, est vraiment plus axée sur la santé. Donc, je sais qu'elle a des formations, par exemple en massothérapie, qu'elle veut continuer de suivre. Puis la ferme va probablement ressembler à la fois à un grand jardin, puis à un petit laboratoire, puis un petit centre de bien-être tout ensemble. Alors, jardin intégral du côté de l'Acadie, chemin de la Bataille, aux limites là, de Saint-Luc et de Carignan, près de l'autoroute 10 et de la rivière l'Acadie. Donc, nouvelle entreprise. Vous pouvez aller évidemment voir ça sur jardinintégral.ca. Et félicitations encore une fois pour votre prix au Gala Ose Entreprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. La prochaine collecte de sang sur le territoire va se tenir la semaine prochaine, mercredi 14 avril, 13h à 19h30 au Collège militaire royal de Saint-Jean. Évidemment, avec la COVID, les collectes de sang se prennent sur rendez-vous. Vous devez vous inscrire à jodonne@commercial-ma-québec.qc.ca. À demain. Bye-bye.